Pascal Mollo fait de la communication non violente sa spécialité depuis plusieurs années. Pour les étudiants du SCUC, elle donne des leviers concrets pour faire face à des situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous apprenons à donner un sens au oui afin de savoir dire non. La communication non violente, ça peut aussi être parfois par rapport à soi-même, par rapport au type de réponse que l'on peut donner. Il est essentiel de savoir dire oui, mais il est aussi essentiel de savoir dire non. C'est parfois compliqué, notamment sur un public d'étudiants. Quel sentiment vous avez par rapport à ça ? D'abord, Dorian, j'étais touchée quand vous avez dit en introduction la communication non violente, c'est aussi par rapport à soi. Parce que quand on m'a parlé de communication non violente, j'étais un peu dubitative parce que j'étais quelqu'un justement de très gentil. Et en fait, ce qui a été énorme pour moi, c'était de découvrir que sous couvert de gentillesse, au fond, je ne me respectais pas. Et très souvent, je disais oui, alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, j'aurais voulu dire non. Donc, la violence, en fait, par rapport à soi, c'est parfois de faire des choses par peur, par obligation ou pour correspondre aux attentes des autres. Et du coup, savoir dire non, c'est une manière de se respecter. Parce que la première clé que j'ai envie de donner aux étudiants, et à tout le monde, c'est que quand on dit non, c'est qu'on va dire oui à un besoin. Alors, si je vous disais, Dorian, pourquoi est-ce que vous avez peur, vous, de dire non ? Pourquoi c'est pas facile de dire non, Dorian ? Parce qu'on a peur de décevoir la personne à qui on dit non. Voilà, on a peur de décevoir, ou on a peur que le lien soit coupé, ou on a peur d'être rejeté ou exclu du groupe. Et on voit bien que notamment comme étudiant, la peur d'être exclu est tellement importante par rapport à un besoin d'appartenance. Donc les clés que la communication non violente nous apporte, c'est vrai, parce que la communication non violente est une pratique, c'est de pouvoir dire non en gardant le lien avec l'autre. Donc comment on va faire ? Par exemple, je sais pas, j'ai du boulot, ou bien et quelqu'un me propose de sortir, ou quelqu'un me propose de dire ce soir, voilà, avec ma troupe on fait un spectacle, est-ce que tu peux venir, ça serait super que tu viennes, et en fait je suis crevée, j'ai du boulot. Alors soit je dis oui, mais si je dis oui, je le fais un peu à contre-cœur, donc je risque d'y aller par exemple de mauvaise humeur, vous voyez, et puis quelque part quand on dit oui à contre-cœur, en fait on va le faire payer à l'autre. Donc si quelqu'un, imaginons que c'est vous, voilà, vous donnez un spectacle ou autre chose avec votre troupe, vous me demandez de venir et moi ce soir-là je suis crevée. Alors première chose c'est d'accueillir, je dirais Dorian ça me fait super plaisir que tu me proposes de venir et en fait j'ai l'impression que ma présence, je sais pas, ça serait un plus en fait pour toi, ça te ferait vraiment plaisir que je sois là, c'est ça ? Ouais, c'est ça exactement. Écoute, si je suis honnête, je suis un peu tiraillée. Parce qu'en vérité, ce soir, je suis crevée et j'ai des examens en fait à préparer. Et j'avais prévu de passer ma soirée tranquille, peut-être travailler un peu, tu vois, mais me reposer. Du coup, comment est-ce que tu comprends mon hésitation, quoi ? J'ai à la fois envie de te faire plaisir, mais en fait, ce qui serait plus honnête pour moi ce soir, c'est de me reposer. Ça te fait quoi quand je dis ça ? Mais ça me rassure parce que dans le cas contraire, c'est moi qui vais poser la question en vous disant si c'est pour me faire plaisir à moi, il n'y a pas d'intérêt forcément. D'accord, donc tu vas être sûr aussi que ça me fasse plaisir. Et du coup, voilà, ma question c'est est-ce que tu vas jouer une autre fois avec ta troupe ou bien... Tu vois, parce que je serais vraiment super contente de découvrir sous cette dimension-là, dans un contexte différent, quoi. Est-ce que vous allez jouer le spectacle à un autre moment ? Il y en aura d'autres, oui. Donc vraiment l'idée, et là ce qui est chouette dans l'échange, c'est en fait d'être en vérité. Parce que quand on sent que les gens font les choses pour nous faire plaisir, ça n'a pas le même goût, quoi. Mais il y a de l'empathie quand même de votre côté aussi. Oui. À dire est-ce qu'il y aura une prochaine parce que je peux pas ce soir, j'ai pas la motivation extrême de le faire ce soir, mais si jamais c'est la seule chance de le faire, une nouvelle fois je retombe encore dans la notion de plaisir pour toi en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait la clé, quand c'est sincère, la démarche de communication non violente, elle est fondée sur vraiment la sincérité, pas pour faire plaisir, pas pour faire semblant d'être gentil. Mais que quand quelqu'un me fait une proposition, c'est déjà, ou me fait une demande, c'est de voir que c'est un cadeau. Même quand la personne en fait me demande un service. Voilà, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me demandait, on allait voir des amis et l'épouse, lui, n'aurait pas osé demander, m'a dit mais est-ce que vous pourriez le raccompagner, l'amener à telle abbaye où donc ça faisait un petit détour pour nous. Mais en fait, j'ai dit oui, bien sûr. Et en fait, c'était cadeau qu'elle me fasse cette demande parce que ça nous a permis finalement un moment de partage qui était inespéré. Mais par contre, je sais que je me serais sentie libre aussi de dire non. Donc première étape pour dire non, c'est déjà d'accueillir la demande de la personne en honorant presque son besoin. Donc la première chose, c'était de dire mais en fait, voilà, j'ai l'impression que ma présence serait un plus. Est-ce que c'est parce que oui, parce que ton amitié ou ton regard compte, etc. Ou ça serait une manière de se connaître. Donc vraiment de comprendre le besoin de l'autre. Par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit est-ce que tu peux me passer de ton appartement ce week-end parce que je sais que t'es pas là. C'était à Paris, donc j'étais un peu en fait prise de court. Et en fait, j'étais pas tout à fait à l'aise de prêter mon appartement à cette personne. Donc c'était un peu délicat, quoi.
Et donc je lui ai dit, mais en fait, tu t'adresses à moi, est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé d'autres logements à Paris ou est-ce que c'est pour des raisons financières, parce que ça va être trop cher? Et la personne m'a dit, oh ben c'est parce que je trouve qu'il est bien situé. Si, je pourrais payer, mais c'est parce que je me dis que voilà, tu n'étais pas là, donc je pouvais aussi bien l'occuper. Je trouvais que c'était un petit peu peut-être un peu cavalier de sa part. Ok, je dis écoute, en tout cas merci, déjà ça me rassure que tu me dises que c'est pas pour des raisons financières, mais je t'avoue que je suis pas à l'aise de te dire oui, parce que mon appartement c'est un peu mon lieu de ressourcement. Je veux pas dire que c'est un petit peu comme un lieu de retraite pour moi, mais c'est très personnel et je le prête à des personnes plutôt intime et c'est pas exactement notre cas. C'est délicat à te dire, mais comment tu comprends la raison pour laquelle j'ai des réticences à te dire oui. Donc la personne était un peu déstabilisée, un peu surprise. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, lui disant écoute, c'est parce que pour moi, l'appartement, c'est un lieu qui est un peu intime et j'ai besoin de le réserver en tout cas à des personnes. Je voyais qu'elle était un peu surprise et je lui dis écoute, comment est-ce que tu reçois mon nom? Et la personne a pu me dire écoute, à la fois je suis un peu déroutée. Je suis pas sûre qu'elle l'a très bien pris, mais après quelques temps, la personne m'a dit écoute, merci d'avoir été honnête parce que il se trouve qu'elle est venue chez moi, qu'elle a mieux compris après ça lors d'un repas. Mais c'était pour moi une étape importante d'oser être en vérité. Donc d'abord, vous voyez Dorian, j'ai vérifié son besoin. Si elle me disait il y a d'autres personnes à qui je le prête sans problème, même si elles sont pas intimes, parce que financièrement elles sont très mal et que je savais que c'était important, je l'ai encore fait récemment, une famille avec des enfants, du coup c'était pas la même chose. Mais là, c'est comme si la personne exprimait que c'était un dû, puisque je n'y étais pas, je pouvais le prêter. Là, il y avait quelque chose dans un besoin de respect, de mon intimité, de ma liberté. Dans la liste des besoins, on a vraiment liberté, choisir ses rêves, ses valeurs, la façon de les vivre. Je suis plutôt quelqu'un de gentil qui d'habitude disait toujours oui, mais là, c'était quelque chose au niveau de la protection de mon territoire, de mon intimité. Vous avez été médecin, vous avez pratiqué la médecine. Vous m'avez dit tout à l'heure en aparté que ce choix de vous lancer dans les études de médecine, c'était en grande partie lié à vos parents et principalement à votre maman. Oui. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont confrontés aussi à ça, au regard de leurs parents, à l'envie de réussite qu'ont les parents par rapport au choix de carrière de leurs enfants. C'est un sujet très concret, c'est un exemple très concret. Comment procéder quand on est étudiant, qu'on n'est pas forcément en accord avec ce que disent ses parents? C'est sa vie finalement, mais comment le ressortir et comment éviter de faire un mauvais choix pour faire plaisir à ses parents? Oui, vaste sujet parce que la pression parentale depuis tout petit, on nous a tellement amenés à devoir correspondre aux attentes des parents, à accomplir les rêves en tout cas à leur place. J'ai eu une étudiante en médecine que j'ai accompagnée pendant pas mal d'années, qui était tellement dégoûtée de la pression et du modèle qu'elle voyait dès ses premières années par les médecins, la façon d'exercer le pouvoir, de traiter les patients, c'était hyper violent pour elle. Et elle a décidé d'arrêter. Donc au grand scandale de ses parents, etc., qui lui mettaient la pression, mais vraiment elle était dans un état, quand je l'ai vue, j'étais vraiment bouleversée. Mais heureusement, elle était stagiaire et c'est un médecin qui lui a dit, mais écoute, il y a un livre qui est génial, les mots sont des fenêtres ou sont des murs, tu devrais aller voir quelqu'un. Et donc je l'ai vraiment écoutée parce que pour elle, elle avait effectivement commencé médecine pour faire plaisir à ses parents, mais c'était hyper violent pour elle et elle voulait arrêter pour se respecter. Et donc du coup, je l'ai accompagnée, je l'ai écoutée. Et du coup, elle a pris compte effectivement de ses besoins. C'était vraiment un besoin de protection, un besoin vraiment aussi de respecter son identité, d'être intègre en tout cas par rapport à elle-même. Et elle avait un grand besoin de compréhension et d'empathie. Et elle a arrêté ses études pendant 1 an et demi. Je lui ai partagé moi, ensuite aussi mon ressenti en tant qu'accompagnante. Je lui ai dit que, bien sûr j'étais touchée parce que j'étais passée par là. Et après l'empathie, on est arrivé à une solution créative et elle s'est arrêtée pendant 1 an et demi. Elle n'a pas décidé d'arrêter complètement. J'ai dit écoute, pour moi la communication non violente, c'est vivre instant par instant ce qu'on ressent. Mais je ne sais pas demain comment je vais me sentir. Je sais juste que là maintenant c'est insupportable. Sa vie était en danger, vraiment. Elle était anorexique, sa vie était vraiment en danger. Et là j'ai dit stop, de toute façon, ok pour t'arrêter. Et au bout d'1 an et demi, elle a choisi d'accomplir ses propres rêves. Là c'était son besoin de liberté, de choisir ses rêves, ses valeurs, de créer autre chose. Et au bout d'1 an et demi, en fait, elle a repris ses études, vraiment renforcées, parce que la communication non violente nous redonne notre puissance, en fait, nous permet de recontacter nos ressources, son autonomie. Elle s'est dit oui, je veux bien être médecin, mais en fidélité en tout cas à moi-même. Donc du coup, elle a fait psychiatrie et maintenant c'est un psychiatre, une jeune femme psychiatre qui pratique aussi la communication non violente, qui rejoint aussi notre association. On a une autre association qui s'appelle CAP CNV Santé. S'il y a des étudiants de l'IFSI
ou en médecine qui nous écoutent. Voilà. Et elle a osé dire non, voilà, à continuer pour dire oui, effectivement, à respecter son intégrité, son identité, son rêve de ce que c'était qu'être médecin dans le respect des patients. Et elle a pu tenir tête à ses parents, bien sûr avec mon soutien. Donc c'est là, aux étudiants, j'ai envie de dire, il y a besoin de soutien. C'est pas facile de dire non. Moi, jeune étudiante, je l'ai vécu, le harcèlement par rapport à des soignants. Il y avait des nuits où j'osais pas aller dans ma chambre quand j'étais de garde en réanimation, parce que le réanimateur pouvait entrer dans la chambre des filles, quoi. Et j'osais pas le dire. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Omerta qui dénonce tout ça. Mais c'était une violence incroyable, quoi. Je vous passe pas en salle d'opération aussi ce qui se disait, mais c'est... Voilà, donc de pouvoir dire non et de pouvoir accueillir. Là, j'ai une jeune collègue récemment qui a retrouvé quelqu'un qui lui a fait une déclaration d'amour. Il lui disait que depuis 10 ans, il était passionnément amoureux. Elle a pu juste accueillir, en tout cas son élan, combien, voilà, il était bouleversé par ce qu'elle représentait, mais lui dire très clairement qu'elle n'avait pas les mêmes sentiments. Et de pouvoir accueillir un élan amoureux ou le désir, qui est parfois confondu avec l'amour, le désir de l'autre, l'accueillir, mais en posant une limite. Donc c'est-à-dire je dis non à tes avances ou à ta demande, parce que je dis oui à mon besoin, en tout cas de respect. On va dire non à une demande, à une proposition, mais on ne dit pas non à l'être humain en face. Donc je peux dire non à votre demande ou à vos propos, mais je ne dis pas non à vos besoins, je ne dis pas non à votre être et à qui vous êtes. Simplement, je peux ne pas partager la même façon d'être. Mais comment on peut s'accueillir dans nos différences, se respecter, c'est important aujourd'hui. En conclusion, pour que le oui ait de la valeur, il faut aussi savoir dire non et pour se protéger aussi soi-même, parce que ça peut avoir des effets dévastateurs de ne pas savoir dire non. Vraiment, dévastateur de ne pas savoir dire non, de se détruire et de ne pas respecter vraiment son identité, son intégrité. Et oui, vraiment, Dorian, pour dire un vrai oui, si je dis jamais non, vous ne pouvez pas avoir confiance dans mon oui. Si j'essaie toujours d'être gentille, vraiment, Thomas d'Ansembourg a écrit un best-seller, Cessez d'être gentil, soyez vrai, dont le titre, il a demandé l'autorisation à Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non violente. Il a demandé la permission, mais la phrase vient de Marshall Rosenberg, de cesser d'être gentil. Il disait, arrêtons d'être de gentilles personnes mortes, soyons vivants. D'autres podcasts réguliers sous forme de boîte à outils vous seront proposés prochainement. L'objectif est de vous donner des leviers concrets pour faire face via la communication non violente à une situation concrète que vous pouvez rencontrer.